Bonsoir, tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Messieurs, dames, bienvenue pour un nouvel épisode dans lequel nous allons analyser 5 dessins d'enfants qui cachent une histoire terrifiante. Alors installe-toi, prends tes petits popcorn et bon visionnage. Avant de commencer, faut que tu saches que cette enquête que tu t'apprêtes à voir m'a mis 1 mois à être produite. Alors j'espère que tu vas kiffer, bordel. C'était une vraie galère. Bref, voici le premier dessin qui va nous intéresser et qui apparemment cache une histoire vraiment bizarre. Sur ce dessin, on voit une petite fille qui semble tenir la main de Mickey. À côté d'elle, de manière un peu bizarre, il y a un grand garçon qui se tient debout, avec l'inscription « Mathieu » dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène vraiment macabre et bizarre? Et surtout, pourquoi est-ce que tout est dessiné de manière si dark et si chelou, comme si quelque chose ne tournait pas rond derrière ce dessin? Et pourquoi il y a Mickey aussi d'ailleurs? Ça c'est très bizarre, ça n'existe pas Mickey dans la vraie vie, alors qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Mickey pour kidnapper une personne? Bref, vous allez le voir. Spoil, c'est pas ce que je viens de dire. C'est bien plus grave que ça. Alors préparez-vous à découvrir la vérité derrière ce dessin. Mec, il y a moyen que tu viennes voir les histoires pour la vidéo? Noah, t'as quoi, 23 ans, tu veux encore que je te raconte des histoires? C'est pas possible. Non, Il était une fois... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas le dire aux gens d'ailleurs, ça sert. Quoi? Dis pas aux gens que tu racontes des histoires. Ah, pardon, oui, qu'est-ce que c'est? Regarde, on a prévu 2 histoires supplémentaires pour les abonnés sur ce site. Attends, mais déjà, parlons-en de ce site, il est incroyable. Merci, je l'ai fait en 2 minutes. Voilà. Arrête, mais c'est pas toi qui l'as fait. T'es claqué au sol avec tout ce qui est internet, je te crois pas. Oui, je l'ai fait avec Odoo. 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 Yeah. En gros, c'est un logiciel de gestion qui te permet, entre autres, de créer toi-même ton site web. Regarde, t'as juste à drag and drop les éléments comme ça, tes textes, tes illustrations, et paf. Mais non! Dis-moi pas que c'est pas vrai, Noah! Non, tu forces un peu. Ouais, j'ai peut-être un peu forcé sur le... Mais à part ça, c'est fou. Mais bref, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres possibilités avec Odoo. Ah ouais, dis-moi tout ma vie. Faut que j'arrête de t'appeler comme ça. Pas de soucis. En bref, regarde, t'as plein de templates et tu peux créer des pages comme ça, en 2 clics. C'est beaucoup trop stylé. Ah mais c'est incroyable! C'est incroyable, Noah! Incroyable! Je suis parti dans un vortex là, vraiment, Ouais. je suis désolé. Pas de soucis, y a pas de problème. Mais c'est fou! Ouais, c'est pas mal, hein. C'est fulgurant. C'est fulgurant. C'est Odoo. Ok. En plus de ça, si tu fais ton site web avec Odoo, il sera responsive. Donc il sera responsable en français. Non, enfin, ça veut dire que, en gros, que ça soit sur téléphone ou tablette, ton site web, il sera toujours aussi beau. Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Il est responsive. Il est responsive. Il est responsive. Et le plus cool dans tout ça, c'est que la première application est gratuite, avec l'hébergement et le support en illimité. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Free for life. Free for live. Life. Live. J'aime pas trop l'anglais, mais j'aime beaucoup Odoo. Ouais, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, t'as même un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Donc je peux l'appeler par exemple Lolo, papa. S'il est pas déjà pris, tu peux, y a pas de Ok, problème. s'il est pas déjà pris. Sinon, faudra Lolo, le gros radin qui prend que les trucs gratuits. Ok, ça marche bien. C'est vrai. Bref, vous l'aurez compris, il y a 2 histoires supplémentaires qui se trouvent sur le premier lien en description sur un site web qu'on a designé avec Odoo. Alors une fois que t'as terminé cette vidéo, hop, tu vas sur le site web pour aller voir ça. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux faire ton propre site web avec Odoo, c'est hyper simple, t'as un lien en description, tu cliques dessus et c'est parti. Allez, moi je clique dessus, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lire les histoires d'Odoo, je peux plus attendre. Allez hop. D'accord. A plus, hein, mon Noah. C'est mon PC, Laurent. Ouais, mais il est gratuit. Non? C'est les histoires qui sont gratuites. Non. Je t'entends plus. Je suis sur Odoo. Alerte enlèvement. Violette, une jeune fille de 11 ans est activement recherchée dans le nord de la France. Si vous avez quelconque information, contactez le... Mardi 16 janvier, 20h06. Sur toutes les télévisions de France, le visage d'une petite fille apparaît. Elle s'appelle Violette, elle a 11 ans, et tout a l'air d'aller sur la photo. Mais la raison de son apparition sur ce petit écran est beaucoup moins joyeuse. Car il s'agit en fait d'une alerte enlèvement. La petite fille a été enlevée dans le nord de la France après être sortie de l'école. À l'écran, les parents apparaissent dévastés. Ces 2 frères sont dans l'incompréhension. Il faut à tout prix retrouver la petite fille. Le compte à rebours est crucial dans ce genre d'affaires. Plus les heures passent et plus la petite fille est en danger. Et surtout, plus le temps passe, moins il y a de chances de la retrouver. C'est tout l'enjeu de cette première affaire et de ce premier dessin, car en effet tu vas comprendre rapidement que ce dessin joue un rôle crucial dans l'enquête qui va être menée. Et bordel, c'est fou ce qui va se passer, voilà. Cette première affaire elle est folle, et on n'est qu'à la première affaire sur les 5 qu'on va regarder dans cette vidéo, messieurs dames. Je sais pas pourquoi je parle un peu comme ça, je suis peut-être un petit peu trop de bonne humeur, c'est peut-être le cas, voilà. On va se concentrer un petit peu, et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille, pourquoi est-ce qu'elle a disparu du jour au lendemain. Pour comprendre ça, faisons un petit retour en arrière.
Il était 16h30 ce mardi 16 janvier lorsque Sandrine, une mère au foyer de presque 50 ans, rentre précipitamment chez elle. Sa plus jeune enfant, Violette, va bientôt rentrer chez elle. Violette, c'est le petit rayon de soleil de Sandrine. Sa fille a toujours eu une place particulière dans son cœur. Sandrine et Michel, son mari, sont les heureux parents de 4 enfants. Violette est la petite dernière de 11 ans, pleine de joie de vivre, toujours joyeuse, toujours le sourire, toujours le smile. Enfin presque, du coup. Avant elle sont nés Alexis et Simon, 2 jumeaux qui ont 15 ans, et Mathieu, qui est âgé de 19 ans. Je sais pas si vous avez cet élément en tête, parce que Mathieu c'est le nom qui est écrit sur le dessin en fait, sur ce dessin. Et c'est à ce moment-là que l'enquête va gentiment être intéressante en fait. Parce que là on réalise que, oh, c'est peut-être plus profond que ce qu'on imagine. C'est peut-être pas un hasard en fait, ce qui s'est passé. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, hein? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? On apprend d'ailleurs à ce moment-là que l'aîné, donc Mathieu, a quitté la famille à ses 16 ans, après une grosse dispute familiale. Cet après-midi-là, Sandrine est sortie un peu plus tardivement pour chercher la pâtisserie préférée de Violette, un fraisier. Car oui, le 16 janvier, c'est un jour particulier, puisque c'est l'anniversaire de la petite fille. Et la mère souhaite que tout soit parfait. ça a pas marché du coup, hein. Pardon. Elle lui a pris quelques douceurs pour le goûter, et une petite fête en famille est prévue dans la soirée, avec bien sûr le repas préféré de Violette. Mais pour ne pas éveiller les soupçons de la petite fille, tout avait été préparé durant son absence, pour qu'elle ne se doute de rien. Comme tous les jours, la mère de famille prépare le goûter de sa petite chérie, les 2 grands ne rentrent pas avant 18h30, elle va pouvoir passer un peu de temps avec sa fille. L'école n'est pas loin, elle ne met jamais plus de 10 minutes à rentrer. C'est le moment dans les enquêtes où tu réalises qu'en fait ça ne se passe pas comme prévu. C'est ce moment, voilà, c'est ce moment précisément, là, on est en plein dedans. La daronne commence à se dire, en fait, il y a un problème là, qu'est pas ça? Le temps passe, il est 45, Sandrine commence à tiquer. Ils sont peut-être sortis en retard, peut-être qu'elle est allée prendre un livre à la bibliothèque de l'école. 50. Elle parle peut-être avec des copines, qui sait? 17h. Non, jamais elle est rentrée aussi tard, c'est pas normal. Sandrine attrape son téléphone et elle commence à appeler les mamans de toutes les amies de sa famille. Ouais, on apprend à ce moment-là un truc assez intéressant, Violette est bien sortie de l'école. Elle est donc pas avec ses potes. Et ça c'est bizarre. Parce que si elle est pas avec ses potes, si elle est pas à l'école et qu'elle est pas rentrée à la maison, qu'est-ce qu'elle fout, bordel? On apprend aussi qu'elle est restée quelques minutes pour parler avec Sarah, une de ses potes. Mais pas très longtemps, elle est partie ensuite. Sandrine ne se décourage pas. Sarah est la meilleure amie de sa fille, alors elles ont peut-être traîné, ça peut arriver. La maman de Sarah répond, sa fille est bien rentrée vers 45. Depuis un quart d'heure. Sandrine, à ce moment-là, a un très mauvais pressentiment. Elle essaie de se calmer, de se dire que son bébé ne va pas tarder. Mais la mère de Sarah la retient au téléphone quelques instants. Sa fille cherche à lui dire quelque chose. Une chose que Sandrine entend très bien dans son combiné. Une phrase qui restera gravée dans la mémoire de la mère. Ce que la daronne va entendre à ce moment-là au téléphone, je vous préviens, pour une daronne c'est traumatisant. Voilà. Elle entend la meilleure amie de sa fille lui dire « Mais madame, Violette est montée dans une voiture avec quelqu'un. Elle avait l'air toute contente. » Violette est montée dans une voiture avec quelqu'un. Comme ça, Violette est censée rentrer à pied à 10 minutes de la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est montée dans la voiture avec quelqu'un, bordel? Mais Sandrine a toujours dit à sa fille de ne jamais suivre des inconnus. Jamais. Paniquée, Sandrine raccroche et appelle immédiatement la police, qui prend l'affaire très au sérieux. Une patrouille se rend immédiatement chez la famille et 1 seconde chez Sarah pour prendre le témoignage de la jeune fille. D'ailleurs, ce n'est pas la seule à avoir vu Violette monter dans la voiture. Ils sont plusieurs. Et tous, ils disent qu'elle avait l'air de connaître le conducteur. Peut-être quelqu'un du voisinage. La police commence immédiatement son enquête. Et 3 heures plus tard, vous avez déjà vu le résultat. L'alerte enlèvement est lancée. Sandrine est une femme forte, mais elle reste avant tout une mère aimante. Elle s'est effondrée devant la caméra et s'est enfermée dans sa maison. De longues heures ont commencé à s'écouler, lentement. De longues heures d'attente et d'insomnie pour une famille plongée dans la tourmente. Car la petite fille ne va pas réapparaître. En tout cas pas pour le moment. Et les heures se transforment en jours. Sandrine s'écroule de fatigue, mais son sommeil n'est pas réparateur. Ses pensées sont tournées vers son enfant. La police, elle, travaille sans relâche pour retrouver la petite disparue. Il est évident dès le départ que la jeune fille a suivi quelqu'un qu'elle connaissait. Une enquête de voisinage approfondie a eu lieu, mais personne n'a disparu, et aucun suspect n'est ressorti. Malheureusement, toute cette histoire plonge les parents heure après heure dans un cauchemar sans nom. Ce sont des minutes interminables qu'ils passent dans l'attente que leur enfant soit enfin retrouvé. Malheureusement, elle sera jamais retrouvée et on va passer au 2e dessin. Voici le 2e dessin. Et non, c'est une blague! C'est une blague. Enfin non, c'est vraiment le 2e dessin ça, mais c'est pas la fin de l'enquête. On va continuer, t'inquiète pas. Pardon, j'essaie de faire redescendre l'atmosphère pour qu'on se calme tous un petit moment. Voilà. Jeudi 18 janvier, aux alentours de midi. Les 2 parents, abattus, apparaissent à la télévision, entourés de leurs jumeaux, en larmes,
toujours pas de nouvelles de la petite fille. Les parents supplient le ravisseur de leur rendre leur enfant chéri. Ils parlent de la petite, de son amour pour la gym et les chevaux, de ses amis, à quel point elle leur manque avec son sourire radieux et sa joie toujours présente. Ils espèrent vraiment que cette conférence de presse leur ramènera leur petite fille. La police ne chôme pas, des barrages routiers ont été installés dans tout le pays ainsi qu'aux frontières, au cas où le ravisseur voudrait fuir à l'étranger avec la petite fille. Mais la police s'interroge de plus en plus sur la piste familiale. Sans le dire aux parents, ils commencent à faire des recherches discrètement, un travail de longue haleine qui va leur prendre énormément de temps, ils le savent. Mais si ça peut permettre de retrouver Violette, alors il le faut, c'est vital. 3 jours après, l'enquête prend un tournant dramatique, drastique. Dragibus. J'ai plus de mots qui commencent en dra. Voilà, allez. Dimanche 21 janvier, aux alentours de 5h30 du matin, Nicolas est un jeune homme d'une trentaine d'années, habitant non loin de la commune de Fréjus, dans l'est de la France. Nicolas a l'habitude de se lever tôt et pour cause, il est boulanger. 5 jours sur 7, il est debout à 4h du matin pour que toutes les fournées soient prêtes lorsque les premiers clients arrivent. Et le dimanche ne déroge pas à la règle. Le pain se mange tous les jours. Vêtu de son tablier, il commence ses pains assez tôt avec son employé, un jeune homme qu'il a pu embaucher parce que sa boulangerie fonctionne bien. Amir est un jeune homme travailleur et consciencieux, qui ne parle pas beaucoup et qui est très discret. Cependant, ce matin-là, Amir se fait entendre. Alors qu'il sort les poubelles, Nicolas l'entend pousser un cri d'horreur. Tout le quartier a dû l'entendre. Lui, qui est si taciturne habituellement, inquiet, Nicolas se précipite à l'arrière de sa boutique et découvre une scène d'horreur. Amir est à terre, blanc comme un linge. À quelques mètres seulement devant lui se trouve une boîte dans laquelle se trouve une jeune fille à l'intérieur. On pourrait croire qu'elle s'est endormie, sauf qu'elle ne respire pas. Cette fillette, les 2 hommes l'ont reconnue. C'est Violette qui était à la télévision depuis quelques jours. Ils n'osent pas la toucher, ni l'un ni l'autre. Mais les 2 hommes se doutent déjà qu'il n'y a plus rien à faire. Nicolas appelle immédiatement la police, la boulangerie n'aura pas de cliente ce jour-là. Entouré par les rubans balises de force de l'ordre, le constat est fait à 6h02 du matin. Oui, c'est bien Violette, et malheureusement la petite fille a quitté ce monde. Les parents sont immédiatement prévenus, et je vous laisse imaginer leur détresse. Mais là, il y a un gros truc qui va pas dans l'enquête. Il y a un gros point où tout le monde se dit « Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Pourquoi ?» J'hausse le ton un petit peu parce que voilà, cette affaire elle est folle. Voilà, c'est bon pour vous? Les parents ont hurlé de chagrin, leur douleur était horrible, personne ne peut imaginer une telle souffrance. Mais comment cette petite s'est-elle retrouvée aussi loin de chez elle? Et surtout, qui est le monstre qui a bien pu lui faire du mal alors qu'elle était si gentille, adorable, et qu'il n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit? L'enquête s'intensifie, les policiers qui avaient jusqu'à présent respecté l'intimité de la famille envahissent la maison, et pour une bonne raison, tout indique que la petite est montée avec une personne qu'elle connaissait. Et les personnes les plus proches, c'est sa MIF. Enfin, c'est sa famille, du coup. Sauf que là, la petite a été assassinée. Et les personnes commencent à se révolter. Les forces de l'ordre aussi. Comment peut-on faire ça à un enfant? Une autopsie est faite et le coup dur tombe. Un Corin. Violette a été tabassée. C'est bon pour vous? C'est horrible. La famille est horrifiée, les gens scandalisés. Tout le monde demande à ce que le monstre qui a fait ça finisse derrière les barreaux. Au pire, la haine commence à se faire ressentir. Les policiers fouillent alors la petite chambre de Violette, qui n'a pas été touchée depuis le soir de sa disparition, et ils font des découvertes intéressantes. Une qui marquera le début de mon enquête à propos de cette vidéo. En effet, les parents dans la chambre de Violette vont découvrir un truc qui va changer le cours de cette enquête, messieurs, dames. Ils vont découvrir ceci. Ceci, c'est quoi? C'est le dessin que tu as vu au début de la vidéo. C'est quoi? C'est un des derniers dessins qu'a réalisé Violette avant de disparaître. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on a sur ce dessin les coupables? Ou est-ce qu'il y a un plot twist et qu'en fait, c'est pas les coupables? Vous allez tout savoir. En fait, rapidement, les policiers se disent qu'il y a un truc qui va pas du tout avec ce dessin. La première chose, c'est que le dessin est récent. Et ça, c'est pas normal. Parce que la petite fille n'est pas censée avoir vu son grand frère depuis 3 ans. Pourquoi est-ce qu'elle fait des dessins de son grand frère alors, si elle l'a pas vu depuis 3 ans? C'est la première chose un peu bizarre. On rappelle son grand frère Mathieu qui était parti il y a 3 ans du domicile familial parce qu'il s'était disputé avec ses parents. Mais alors, est-ce que son grand frère a essayé de la sauver ou est-ce que c'est l'inverse? C'est là que la police fait une autre découverte. Les amis de Violette commencent à parler et affirment que Violette avait un téléphone portable. Mais elle aurait demandé à tout le monde de ne pas en parler. Sinon, elle se ferait punir. Elle cachait toujours la personne à qui elle écrivait. Mais tout le monde affirme que c'était un garçon. La police en est sûre, maintenant, ce serait Mathieu qui aurait enlevé sa petite sœur et qui l'aurait assassiné. Mais comment? Pourquoi? Les recherches s'intensifient et la photo du jeune homme est diffusée partout. Ce que tout le monde espère, c'est qu'il n'y ait pas réussi à passer la frontière.
2 jours plus tard, à la frontière espagnole, Mathieu est clairement identifié au volant d'une petite voiture noire. Heureusement, il y avait beaucoup de monde et un homme a pu le remarquer bien avant son arrivée à la barrière et le signaler. La police est arrivée quelques minutes plus tard à peine et il n'a pas pu s'enfuir, bloqué par la circulation. Alors là, c'est le verdict de cette enquête. Mathieu va être interrogé et voici ce qu'on va découvrir. Interrogé sur les faits, Mathieu a très rapidement avoué le meurtre de sa petite sœur. Cela faisait plus d'1 an qu'il avait repris contact avec elle, en espérant, grâce à cela, reprendre contact avec sa famille plus tard. Il est venu la voir à la sortie de l'école et c'est bien lui qui lui a offert un téléphone prépayé. Le grand rêve de sa sœur était d'aller à Disneyland et il lui a promis de l'emmener le jour de son anniversaire. Vous l'aurez bien compris, Mathieu est un jeune homme qui n'a pas du tout le sens des responsabilités et des réalités. Il est dans son monde, persuadé d'avoir toujours raison, et il ne reconnaît que rarement qu'il a eu tort. Quand il a emmené Violette sans prévenir, il n'a pas réfléchi aux conséquences, et quand il a vu que ses parents avaient appelé la police, au lieu de calmement la ramener en expliquant ce qu'il s'était passé, il s'est mis dans une rage folle contre sa famille, qui a préféré lui remettre la police sur le dos plutôt que de discuter. Du coup, il a enfermé la petite dans une chambre d'hôtel miteux, proche de Paris, pendant 2 jours, réfléchissant à quoi faire. Et quand il s'est rendu compte que la petite serait un fardeau, et qu'il ne pourrait pas quitter le pays avec elle, il a décidé de mettre fin au jour de la petite fille. C'est bon pour vous? Le bon Mathieu aujourd'hui est condamné à 25 ans de prison ferme. Basta. Passons à la deuxième enquête, qui est celle-ci, bien plus étrange que la première, vous allez voir. J'adore tellement faire des threads d'horreur, voilà, ça m'a trop manqué. Voilà, sachez-le, vraiment, ça m'a trop manqué, ça m'a trop kiffé. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, les gars, bienvenue sur Noah, ma chaîne principale. Soyez les bienvenus, installez-vous, c'est parti, on continue. Le deuxième dessin, il est vraiment mystérieux, je trouve. C'est ce truc-là, vous l'avez peut-être déjà vu tout à l'heure. En gros, on y voit une sorte de garçon maigre, bizarre, dans le noir, dans une fenêtre, au loin, dans une grande maison. C'est trop chelou, on dirait une ambiance de film d'horreur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le garçon est possédé? Est-ce que la maison est tentée? Est-ce qu'il y a un truc bizarre qui se cache derrière? Ou est-ce que c'est juste une photo? Enfin, est-ce que c'est juste un dessin? Enfin, je bégaye. Bref, qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin plus que bizarre? Il est 8h, en ce matin de printemps. Comme il fait un peu froid, le petit Danny, 10 ans, met une écharpe un peu contre son gré. C'est sa mère, Tina, qui le force un peu à la mettre. Mais bon, c'est pour son bien, pas vrai? Il serait bête qu'il prenne le froid, le pauvre petit. Il finit quand même par prendre la route de l'école, car même si Tina est une maman très protectrice, elle ne laisserait jamais son petit chéri d'amour arriver en retard à l'école. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le garçon se dirige vers l'école, en passant par chez son ami Eddie, qui habite à peine à quelques maisons de lui. Il n'y a qu'une petite dizaine de minutes entre sa maison et l'école. Le chemin est donc très vite fait. Et sur ce chemin, Danny et Eddie passent devant la maison d'un monsieur assez étrange. C'est un homme qui doit avoir une bonne trentaine d'années, assez sec et très distant avec son voisinage. C'est le genre de personne qui ne dit bonjour à personne, qui est assez désagréable si on lui adresse la parole, et qui ne reçoit jamais chez lui, car sans doute trop asocial pour le faire. Dans tous les cas, ce n'est pas le genre de personne qu'on aimerait fréquenter. Et à cause de tout ça, il fait peur aux enfants. Danny et Eddie sont comme les autres et sont assez effrayés par cet homme qui n'inspire confiance à personne. Alors rapidement, on se pose la question, est-ce que cet homme, c'est cet homme? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la même personne? Si oui, qu'est-ce qui se cache de bizarre derrière cette personne? Pourquoi je take English accent? I don't know, bro. Mais ce matin-là, les 2 petits garçons vont assister à une scène surprenante. Ils passent devant la maison de l'homme en question, qui n'est pas rentré de son travail de nuit, et là, à la fenêtre du salon, un visage apparaît. Un visage émacié, creusé par la fatigue et la tristesse. C'est un petit garçon qui les fixe, à peine quelques secondes avant de disparaître derrière un long rideau. Les 2 petits garçons se regardent, les 2 sont persuadés d'avoir rêvé, et ils ne se posent pas plus de questions que ça. Ils se rendent à l'école, comme tous les matins, et finissent même par mettre cette histoire dans un coin de leur tête et l'oublier. Là, j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour réaliser ce qui vient de se passer. On parle de 2 gosses qui sont en train de se balader pour aller à l'école, qui regardent à travers une fenêtre d'une maison qui appartient à un vieux monsieur. Dans cette maison qui appartient à un vieux monsieur, ils voient un petit garçon, maigre, bizarre, les regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il fout ce petit garçon dans la fenêtre là-bas? Est-ce qu'il est emprisonné là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bordel. Parce que c'est un bordel de bordel. Pardon. Les 2 garçons qui ont vu ça se disent très certainement qu'ils ont dû rêver. Mais en rentrant chez lui, le petit Danny, qui n'avait pas tant oublié cette histoire que ça, commence à se souvenir de beaucoup de choses qui le perturbent de plus en plus. En effet, il y a quelque chose de pas net avec cette maison, les gars. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Un jour, Danny était passé près de la maison, en rentrant du foot. C'était un soir, peu après l'emménagement de l'homme en question. Il n'était pas chez lui, sa grande berline blanche n'était pas là, mais Danny est sûr qu'il a entendu quelqu'un pleurer dans la maison ce soir-là.
Et ce n'étaient pas des pleurs d'adultes, il en était sûr. Il n'en avait pas parlé, c'était peut-être à la télévision après tout. Mais avec ce qu'il a pensé voir ce matin-là, il a commencé à avoir des sérieux doutes. Mais encore une fois, il était sûr de rien. Donc, il n'en a pas parlé. Même à son copain Eddie. Il savait que celui-ci ne le croirait pas forcément. Et comme il était un peu moqueur sur les bords, il n'avait pas vraiment envie de supporter les moqueries de son camarade. Ce qui est plus que compréhensible. Surtout à un âge où on est vite fragilisé par ce genre de choses. Il a gardé ça pour lui pendant bien 2 semaines, sans en parler à personne. Mais cette histoire l'a vraiment dérangé. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas logique, mais qu'il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il avait parfois l'impression de devenir fou, de voir et d'entendre des choses qui n'existent pas. Et ça, même si c'est un adulte, c'est hyper dérangeant. Mais Danny, c'est pas un adulte, c'est un gosse, les gars. Le temps va s'écouler un petit peu. Ses parents ont aussi commencé à se poser des questions. Leur fils commençait à agir de manière très étrange. Il s'arrêtait souvent devant la maison quand il y passait. Après ça, il se perdait de longues minutes dans ses pensées. Une fois, il a même fait le tour de la maison. Il a dit à sa mère qu'il avait perdu quelque chose dans le coin. Mais sa mère a trouvé ça très bizarre. On comprend donc à ce moment-là qu'en fait le petit garçon est littéralement en train de mener sa propre enquête pour comprendre qu'est-ce qui se passe à propos de cette maison. Et ça me régale. C'est bon pour vous? Un jour, un jeudi soir, en mai, les beaux temps reviennent. Le soleil se couche plus tard et les enfants rentrent du sport alors qu'il fait encore jour. C'est le cas ce soir-là. Danny et Eddie font tous les deux du football et rentrent tard le mardi soir et le jeudi soir. Sur leur chemin du retour, machinalement, Danny tourne la tête vers la maison et s'arrête brusquement. Eddie, surpris par la réaction de son camarade, regarde aussi et se stoppe également. Leurs visages sont figés dans l'horreur et l'incompréhension. Aucun des deux ne peut bouger. Cette fois, ils sont sûrs, ils ne rêvent pas. Il y a un petit garçon à la fenêtre de cette maison qui appartient au vieillard trop bizarre. Qu'est-ce qu'il fout là, ce petit garçon? Est-ce qu'il est enfermé dedans? Le petit garçon ne pleure pas, mais ses yeux semblent rouges, exorbités. Il est assez mince, voire maigre, et il regarde les deux amis d'un air désespéré. Pour Danny, il n'y a plus un instant à perdre. Les deux copains se regardent et se mettent à courir vers chez eux. Danny revient chez lui légèrement plus tôt, en panique, chose qui est prise rapidement en main par Tina, sa mère, qui s'inquiète forcément pour son petit chéri. Danny lui demande d'appeler la police immédiatement, mais Tina ne comprend pas. Il faut quelques minutes au jeune garçon pour expliquer à sa mère ce qu'il a vu avec Eddie. Et Tina, même si elle est sceptique et qu'elle ne comprend pas tout, appelle la police. Elle croit son enfant. Danny n'est pas un menteur. Le temps passe, quelques minutes s'écoulent. Les gyrophares rouges et bleus ont illuminé le quartier. L'homme n'était pas encore rentré. Ce qui n'a pas empêché les policiers de forcer la porte. Ils n'ont pas eu à chercher bien loin, le petit garçon apeuré en larmes s'était caché dans la cave, derrière 2 malheureux cartons de déménagement. 2 hommes l'ont sorti de là et l'ont immédiatement emmené en luxure. Le reste des hommes ont attendu bien sagement que l'homme revienne, tout en ne gardant qu'une voiture banalisée, histoire de ne pas trop se faire remarquer. L'homme n'a pas eu le temps de rentrer chez lui, il est rentré moins d'une demi-heure après que les lieux aient été vidés. Il est à peine sorti de la voiture que 2 policiers sont venus lui demander poliment de les suivre. Mais l'homme a vite compris et a essayé de prendre la fuite, ce qui n'a pas fonctionné. Il a rapidement été maîtrisé et emmené au poste de police où il a été interrogé. Alors je sais, là tu te poses certainement une question qu'on se pose tous, c'est quoi ce bordel en fait? Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Hein? C'était qui ce mec? Et c'était qui ce petit garçon? C'est quoi l'histoire derrière ce dessin, bordel? L'histoire en elle-même est plutôt choquante. L'homme qui se faisait appeler Robert Jomtob a utilisé en réalité une fausse identité. Il s'appelle en réalité Romain Duchamp, et le jeune garçon qu'il avait emmené n'était qu'autre que son fils, Orion, âgé de 6 ans. Sa mère venait d'avoir la garde exclusive et il ne l'a pas supporté. Il a donc tout préparé et a enlevé son propre enfant par rage, par envie de faire souffrir sa mère, autant qu'il souffrait lui. Cela faisait plus de 9 mois que le petit garçon était recherché secrètement par les services de police. Oui, l'affaire n'a pas été ébruitée car Romain est connu pour être un homme violent. Il aurait sans doute fait du mal à son fils pour que sa mère ne les récupère pas. Le petit a été examiné par un médecin, il était clairement sous-nourri et en dépression sévère. Le besoin de sociabilisation se faisait clairement sentir chez lui, et il était profondément malheureux. Le peu qu'il mangeait, il ne le gardait pas, mais son père était dans sa folie furieuse et n'a rien vu. Petit happy end dans cette histoire quand même, le petit garçon a tenu à revoir les 2 garçons, Danny et son pote, pour les remercier de l'avoir sorti de cette galère. Et voilà, il était grave reconnaissant et je trouve ça trop mignon que genre le petit garçon était en mode « Oh, c'est ces 2 garçons qui m'ont sauvé, je vais aller le voir et tout. » Bref, rigolo, hein? Enfin non, pas si rigolo que ça, mais passons au 3e dessin de cette vidéo. Bon courage, parce que celui-là il est hardcore. Sur ce 3e dessin, étrange, on y voit une sorte de silhouette d'un homme long, difforme. On sait même pas si c'est un homme ou si c'est une créature qui semble plutôt menaçante. Et il y a peut-être une petite silhouette en bas. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez ça, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi vos théories sur ce dessin, hein? Moi j'en ai une, et on va voir si elle va se confirmer. Pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin, nous devons revenir au samedi 26 août à 16h45. Il fait encore très chaud en cette fin d'été, et cela se sent dans cette petite ville du sud-ouest de la France.
les rues sont désertes et les gens ont sans doute préféré aller à la plage qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là. La chaleur a eu raison de beaucoup de monde, mais pas de Marco et de Jules. Marco a 12 ans et Jules, son petit frère, en a 9. Si les deux enfants sont à la plage, c'est pour une bonne raison. Leurs parents travaillent le samedi puisqu'ils sont commerçants. En temps normal, Tatiana, leur nourrice, les garde. Mais elle a pris un jour de congé pour prendre soin de sa mère malade. Alors la mère des deux enfants a pris un congé, elle aussi, mais pour s'occuper de ses enfants. Les deux garçons sont donc plus ou moins seuls ce jour-là. Marco et Jules ne sont pas des enfants turbulents, alors Jules est plus bougeon que son grand frère qui est plus posé et calme, mais ça va. Et cet après-midi, ils ont décidé de jouer au foot sur le terrain, à côté de chez eux. Marco, le grand frère, n'est pas inquiet. Il sait que sa mère ne va pas tarder à revenir du travail, et que la voisine les surveille au pire. Elle vient d'ailleurs souvent les voir avec un jus de fruits ou une petite friandise pour leur faire plaisir. C'est une gentille dame, un peu âgée, mais qui a le cœur sur la main. Ou la main sur le cœur, je sais plus si on... bref, t'as compris. D'ailleurs, Marco regarde vers elle et a un petit rire. Elle s'est endormie sous le parasol, c'est mignon. Il aime vraiment beaucoup cette dame. Marco et son frère s'amusent pendant un moment, mais très vite, le petit garçon se sent observé. Messieurs, dames, c'est à ce moment-là que ça part en cacahuète. Tu sais, c'est le moment que tu préfères dans les histoires. En fait, il y a un gars qui les observe pendant qu'ils jouent dehors. Sur le bord du terrain, il y a un homme qui les regarde. Un homme un peu étrange d'ailleurs. Au départ, le petit garçon essaie de ne pas trop y faire attention. Il y a des gens qui ont un physique un peu bizarre, mais ça ne fait pas d'eux des gens méchants, au contraire. Mais cet homme-là le perturbe quand même beaucoup. Il a de grands yeux qui les fixent, lui et son frère, au point où ça en vient presque dérangeant. Surtout qu'il ne cille presque pas. Imaginez qu'on vous regarde durant de longues minutes sans cligner des yeux. C'est bizarre, hein ? Bref, les deux jeunes garçons continuent à jouer, mais Marco se sent vraiment pas bien. Jules n'a pas l'air d'avoir remarqué ce qu'il se passe, mais lui n'arrive pas à détacher son regard de l'homme. Un sourire s'est dessiné sur son visage. Mais pas le genre de sourire bienveillant et nostalgique auquel on s'attend, non, pas du tout. Son sourire est malsain. Tu sais, c'est le genre de sourire où quand tu le vois, tu te dis « Ce mec qui cache un truc bizarre, hein ?» C'est clairement ce qui se passe à ce moment-là. Et même si Marco n'a pas la capacité de penser comme un adulte, il ressent quand même le danger. C'est là que Jules tire sous son t-shirt pour attirer son attention. Lui aussi regarde l'homme. Lui non plus n'a pas l'air très rassuré. Alors Marco prend la main de son frère et tous les deux prennent le chemin de la maison. Il jette un œil à sa voisine, mais malheureusement celle-ci est toujours en train de dormir. Les deux enfants remontent dans la rue aussi vite que possible. Marco se dit que c'est un homme très bizarre, qu'il ne va pas les suivre, que ça serait vraiment très louche qu'il le fasse. Mais que non, parce que les méchants comme ça, c'est que dans les films, pas vrai? Enfin ça, c'est ce qu'il pense, jusqu'à ce qu'il entende des pas derrière lui. Des pas assez longs, c'est forcément un adulte qui marche doucement, exprès pour les suivre. Marco a peur, mais il regarde quand même derrière lui. Et oui, l'homme est là. Cet homme, ou cette créature, ou ce truc bizarre qui les suit, est là, derrière eux, toujours en train de les fixer, de les regarder, c'est très bizarre. Il les suit à distance, avec ce même sourire mauvais. Marco a de plus en plus peur, mais il sent que son petit frère n'est pas bien non plus. Jules aussi sent qu'il se passe une chose de pas nette. Les petits accélèrent et se sentent menacés, mais les pas derrière eux accélèrent aussi. Cette fois, s'ils n'étaient pas certains, ils le sont. Ils sont bien suivis. Marco ne sait pas trop quoi faire. Le terrain n'est pas très loin de chez lui, mais lui et Jules marchent assez lentement au final, et ils mettent plus de temps. Au bout de quelques secondes, alors qu'ils sont à peu près à la moitié du chemin, des rires glauques parviennent à leur oreille. Des rires de l'homme qui les suit. Faut avouer que la situation est clairement à son avantage. Les deux petits sont seuls et à sa merci. Et personne ne pourra les sauver si jamais, vu que personne n'est présent. Et ce qui est encore plus horrible à ce moment-là, c'est que autant ils savent un peu qu'ils sont en danger, autant ils savent pas du tout à quel point c'est grave d'être dans cette situation. Avoir quelqu'un de malveillant derrière toi qui te suit et d'avoir personne autour pour te protéger, c'est la pire situation que tu peux vivre. Surtout quand t'es un gosse. Marco regrette à ce moment-là de ne pas avoir réveillé la voisine. Mais c'est trop tard, il ne peut pas faire demi-tour. Ça serait croiser directement l'inconnu. Et ça, il en est hors de question. Alors Marco continue, mais les pas se rapprochent. Marco n'a qu'une hâte, arriver chez lui et sa maison est à une centaine de mètres. Mais Marco regarde une fois en arrière. Je ne saurais pas dire s'il a bien fait ou pas, parce que lorsqu'il s'est retourné, il a vu l'homme. Sauf que l'homme, il était plus de 30 mètres derrière, tu vois. Il était 10 mètres derrière. En fait, il marchait beaucoup plus vite que les deux garçons. Et ça, c'est un problème en fait, quand t'es dans une poursuite, voilà, que tu te fais rattraper, du coup ça... C'est plus une poursuite, du coup, c'est une fuite, une poursoufle, une serpentard, je sais pas, bref. Marco ne s'est plus posé de questions là. Il a serré fort la main de son frère dans la sienne et a couru vers la maison. L'homme les a tranquillement suivis en riant de plus en plus fort. Heureusement, 100 mètres, ce n'est pas grand chose. Et ils arrivent assez rapidement devant chez eux. Encore une fois, Marco a eu de la chance. Il a juste eu à attraper la clé et à ouvrir la porte. Rentrer et verrouiller la porte, sans trembler, sans rien. Il a eu un courage énorme. Mais l'homme n'abandonne pas. Il se poste devant la porte. Marco et Jules peuvent l'entendre rire à travers le mur. Un grattement se fait entendre pendant quelques secondes, puis plus rien. Mis à part le rire, un rire qui se déplace autour de la maison. Jules pleure, Marco tremble. Les deux garçons ne savent pas quoi faire, ils sont démunis face à la situation, désespérés. Il suffirait à l'homme de casser une fenêtre pour les kidnapper tous les deux. Les grattements sur la porte reprennent. Lents, durs,
ça plus le rire, de plus en plus pernicieux et malaisant. Heureusement, cela ne dure que quelques instants. Très vite, un crissement de pneus se fait entendre. Les grattements à la porte s'arrêtent brusquement, une portière s'ouvre, une grosse voix se fait entendre. Marco la reconnaît tout de suite, c'est la voix de son père. Lui et Jules sont donc sauvés ? Ce qui se passe juste après, c'est très simple. Le mec se retourne, il voit les darons, il part en courant et c'est la fin de cette affaire. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé qui était ce mec et ça c'est dramatique. La seule info qu'on a sur ce mec, c'est ce dessin. Si vous arrivez à le reconnaître, partez en courant et signalez-le à la police. Mais évidemment, je pense que tu arriveras pas à le reconnaître parce qu'en fait, il y a aucun élément qui peut nous permettre de faire en sorte de reconnaître qui est ce mec. Voilà. C'est un peu dramatique et c'est ce qui arrive très souvent avec les enfants, c'est que malheureusement, ils ont du mal encore à visualiser les traits du visage d'une personne, ce qui fait que du coup, quand on demande à un enfant de dessiner la personne qui les a suivis dans la rue, il dessine ceci, c'est le dessin de cette troisième affaire, et malheureusement, on n'a pas grand chose à part ça. L'enquête reste ouverte. Le 4e dessin qu'on va aborder, c'est celui-ci. Et d'abord, est-ce qu'on peut juste faire un disclaimer? What the fuck? À quel moment c'est un enfant qui a dessiné ça? Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. C'est tellement perturbant. Soit l'enfant est dérangé, soit il s'est vraiment passé un truc traumatisant pour qu'il dessine un truc pareil. La 4e histoire, vous allez voir, elle reprend une mécanique qu'on a vue au tout début de cette vidéo. Et il y aura un petit twist dans cette mécanique, vous allez le voir très rapidement. L'inquiétude se lit sur le visage de la jeune maman, qui se ronge les ongles jusqu'à saigner. Il est plus de 20h30 et sa petite Alia n'est toujours pas rentrée de la petite fête d'anniversaire organisée par l'une des voisines. Le contexte de cette 4e affaire est simple, la fille n'est pas rentrée d'une fête d'anniversaire. Alors là, rapidement, il y a plein de théories qui peuvent spawn, parce que quand t'as une meuf qui disparaît après une fête d'anniversaire, tu te dis ah ok bon elle était bourrée, il s'est passé un truc, non en fait c'est pas possible parce qu'elle était hyper jeune. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est embrouillée avec un des mecs et un des gars la frappe. Il y a plein de théories possibles et malheureusement, pas mal sont choquantes. Et vous allez voir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Est-ce que quelqu'un a tué cette jeune fille? La maman s'effondre de minute en minute sans jamais savoir ce qu'il se passe. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Restituons la chronologie des événements pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi ce dessin là? C'est quoi le rapport avec ce dessin s'il vous plaît? Tout se passe dans une petite ville de l'est de la France. Une petite ville, sans histoire. Disons que le plus gros crime qui a dû avoir lieu, c'est un vol de vernis à ongles par une gamine de 8 ans dans un bazar à 2 €. Voilà, donc autant dire que c'est très calme. C'est dans cette petite ville que vit Sophie et son nouveau compagnon Marc, ainsi que les 2 enfants de la jeune femme, Alia, 10 ans, et Nolan, 6 ans. Alia, donc la fille qui a disparu, est une petite fille gentille mais très timide, réservée. Elle n'a que très peu d'amis à l'école et souvent on se moque d'elle parce qu'elle n'arrive pas à sociabiliser. Ouais, les enfants peuvent être très cruels entre eux parfois. Mais depuis peu, Alia est beaucoup plus souriante. Récemment, une de ses camarades, Anne-Lise, l'a invitée à son anniversaire. Faut savoir que Anne-Lise est une petite fille avec un caractère bien trempé et qu'elle a pu se moquer d'Alia par le passé. Mais ça a l'air de lui être passé. Ok, à ce moment-là, je pense qu'on peut prendre en compte une information qui est capitale à cette histoire. Alia, le soir de sa disparition, était un anniversaire. L'anniversaire du coup de Anne-Lise. Et Alia, en fait, elle était pas méga pote avec Anne-Lise. Voilà, elle y est allée à son anniversaire parce que il y avait plein de potes à elle, mais elle était pas archi pote avec la meuf qui fêtait son anniv. Notez cette information pour la suite, ça sera peut-être important. Peut-être pas, peut-être que c'est une fausse piste. Je vous la balance comme ça. C'est donc le cœur léger, un sourire sur les lèvres et un cadeau en main que la petite Alia est partie chez sa camarade de classe. Elle lui avait acheté un bijou dont Anne-Lise parlait beaucoup et qu'elle voulait absolument. Ouais, elle était très coquette Anne-Lise, et elle assume parfaitement. La fête doit se terminer à 18h et la petite Anne-Lise habite à moins de 5 minutes de chez Alia. Alia n'a jamais été en retard et a promis à sa maman de rentrer aussitôt la fête finie. Mais à 18h10, pas d'Alia. Les minutes passent, 15, 20, toujours personne. Sophie regarde à la fenêtre, Alia n'est pas sur le retour. C'est bizarre, ce n'est pas son genre. 25, 30, et toujours pas d'Alia. Sophie appelle les parents de la petite. Pas de réponse. Pourtant, elle est certaine d'avoir vu la voiture revenir vers 18h puis repartir. Alia devait être là depuis longtemps. Marc voit très vite l'inquiétude de sa compagne et décide d'aller frapper chez ses voisins. Qui sait, peut-être qu'ils ont vu la petite. Elle ne doit pas être bien loin. Après tout, elle connaît le quartier et elle n'a pas l'habitude de traîner. Marc reste en contact constant avec sa compagne, mais toujours pas de nouvelles. Ce sont plus de 10 minutes qui passent, mais 1 heure, puis 2. Au bout de 2h30, Sophie n'en peut plus. Elle est à 2 doigts d'appeler la police, quand soudain, elle va recevoir un message qui va la faire tomber à genoux. Un message de Marc, le père de la fille, évidemment. Marc, il envoie ceci. Je l'ai retrouvé. De soulagement, la jeune mère s'effondre sur le sol et se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la tête de cette petite pour qu'elle ne rentre pas chez elle? Elle a raccompagné une de ses camarades? Ça pourrait être possible. Elle attend un petit moment que son compagnon rentre, prête quand même à remonter les bretelles de sa fille qui devait rentrer juste après la fête. C'est la première fois qu'elle lui fait un coup pareil. Mais lorsque Marc rentre, c'est la douche froide. Il porte la petite dans les bras, tremblante et contusionnée. Alia avait de magnifiques boucles rousses, mais sa belle chevelure a été coupée très court, avec des trous apparents. Elle a même été blessée, sans doute par une paire de ciseaux.
Des bleus et des traces de coups commencent à apparaître sur tout son corps. Les jambes, les bras, le dos et même le ventre. Qu'est-ce qui a pu lui arriver, bordel ? Sophie tente de questionner sa fille, mais cette dernière ne répond pas. Elle est sous le choc et visiblement en souffrance. Alors Sophie doit prendre une décision rapide. Elle décide d'emmener son enfant à l'hôpital. Ce n'est pas une chute qui a pu la blesser autant, ni lui couper les cheveux d'ailleurs. La condition d'Alia alerte les médecins qui la prennent rapidement en charge et appellent les forces de l'ordre. Ce qu'il s'est passé est grave. Ils ont vu trop de cas d'enfants battus pour laisser la situation comme elle l'est. Il faut qu'ils s'assurent que la petite n'est pas en danger. La discussion est assez brève et les policiers essaient d'interroger la petite qui ne répond pas au départ. Ce n'est que lorsqu'ils demandent s'ils ne devraient pas aller chercher les autres filles qui ont participé à l'anniversaire que la petite réagit. Et pas de manière très positive, bien au contraire. Elle se met à pleurer et supplie les policiers de ne pas les ramener à l'hôpital. Cette réaction choque Sophie, qui pensait à une agression sur le chemin du retour, tout comme Marc et les policiers. Un des deux agents, une jeune femme douce et avenante, rassure la fillette en la poussant à lui parler. La petite finit par parler et tout expliquer. Voici la vérité derrière ce dessin et voici ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Oui, c'était bien l'anniversaire d'Anne-Lise. Mais elle n'avait pas invité toute la classe comme le pensait Alia. En fait, Anne-Lise n'avait invité que ses 3 amis et Alia. Ses 3 amis qui la harcelaient aussi. Alia n'a rien pu faire. Elle a essayé de partir, mais les petites l'ont d'abord enfermée dans la salle de bain en rigolant. Puis l'ont un peu bousculée. Les maltraitances se sont intensifiés au fur et à mesure de l'après-midi. Des gifles, puis des coups sur les bras, les jambes, puis dans le ventre. De plus en plus fort. Elles ont coupé ses cheveux, l'ont poussée dans les escaliers parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Pendant presque 4 longues heures. Ce n'est que lorsqu'elle a entendu la voiture de ses parents pénétrer dans l'allée qu'Anne-Lise a pris peur. Elle a fait sortir Alia par la porte arrière en la menaçant de recommencer si elle se faisait remarquer, avant de la pousser dehors, avant que les parents entrent dans la maison. Désorientée par les coups, la petite a erré sans savoir où elle allait pendant quelques minutes. Elle s'est cachée derrière une poubelle, dans une allée, dès qu'elle a entendu du bruit. Poubelle où elle a retrouvé Marc quelques instants plus tard. Comme vous pouvez vous en douter, la nouvelle a fait le tour de la petite ville et tout le monde a été choqué d'apprendre ce qu'il s'est passé. La famille d'Alia a reçu un grand soutien et la fillette a été très entourée. Et évidemment, les 3 filles qui l'ont harcelée ont été interrogées par la police et ont reçu une sanction à la hauteur de ce qu'ils ont fait, ce qui me paraît complètement cohérent avec la suite des événements évidemment. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, désolé. C'est déjà le moment d'ailleurs qu'on parle de ce 5e dessin, messieurs dames, qui cache lui aussi un truc plutôt bizarre, regardez bien. Sur ce 5e dessin, on y voit une silhouette d'une sorte de jeune femme, ou une créature, je sais pas trop ce que c'est. Elle est recourbée, elle a les yeux injectés de sang, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Pour cette 5e affaire, on va parler d'un truc très précis. Vous connaissez ce genre de personnes, quand on les voit, elles font automatiquement peur. Elles peuvent être douces, gentilles, adorables, mais la première fois c'est toujours un peu compliqué. Et il y en a, hein, ça existe des gens comme ça, voilà. Il y a des gens, tu les vois, tu fais oh, ok, pardon. Mais ils sont très gentils, adorables, juste physiquement, t'es en mode ok, waouh, ça c'est pas dans les critères habituels. Voilà. Ça veut pas dire que, attention, mais c'est juste, voilà, ça fait un peu peur. Et il y en a d'autres qui émanent vraiment cette aura de malaise et de crainte. En général, ce n'est pas physique, c'est vraiment au niveau du ressenti. Et c'est de ce genre de personnes dont nous allons parler dans cette histoire. Dans une banlieue de l'ouest de la France, en bord de mer, vit Adeline. Adeline est une petite fille de 7 ans, assez casse-cou et un peu dissipée. Disons qu'elle en fait un peu baver à son maître et à ses parents. Mais sinon, ça reste une petite fille avec un cœur immense et une gentillesse exemplaire. Ce n'est pas le genre de petite fille à avoir peur de quoi que ce soit. C'est même elle qui défend ses camarades lorsque les plus grands viennent les embêter dans la cour de récréation. Mais Adeline a quand même peur d'une chose. Dans sa rue habite une dame assez âgée, qui s'appelle Yvette. C'est une vieille dame assez énergétique, un corps pour son âge, qui tient la forme, mais qui ne s'éloigne plus vraiment de chez elle. Elle passe ses journées soit à regarder la télévision, soit à être assise sur une chaise devant chez elle. Et elle regarde fixement les personnes qui ont le malheur de passer devant chez elle. Son comportement est déjà assez gênant pour un adulte, alors je vous laisse imaginer pour un enfant. La petite fille, on a une peur bleue. Yvette est sa plus grande peur. Elle a même dessiné un jour en classe, quand son professeur avait demandé à tout le monde de dessiner une de ses phobies. Voilà, écoutez, messieurs, dames, parfois il y a des personnes qui ont la phobie des araignées, parfois des fourmis, parfois des scorpions, je sais pas. Adeline, voilà, sa phobie, c'est Yvette. Yvette, c'est elle. Voilà, c'est ce dessin. On casse tout de suite le mythe derrière ce dessin. Voilà, c'est elle, c'est Yvette. Bonjour, enchanté. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est dans un épisode de Thread Horror, hein? Pourquoi est-ce qu'on va parler de Yvette? Qu'est-ce qui se cache derrière cette femme, hein? En général, Adeline fait toujours très attention à être sur le trottoir d'en face quand elle passe devant chez elle. Mais parfois, elle ne fait pas attention quand elle y arrive. C'est trop tard. Alors quand Yvette est dans la maison, ça va, elle change de côté, ni vu ni connu. Mais quand Yvette est dehors de chez elle, ça serait mal poli de changer de place. Alors elle passe devant chez elle, en étant vraiment pas très à l'aise, jusqu'à côté d'elle. Ça, c'était la routine qui était en place, jusqu'au jour où la peur d'Adeline va monter d'un cran à propos d'Yvette. Un soir après l'école, la petite fille rentre chez elle, comme d'habitude. Elle ne fait pas forcément attention, et s'inquiète surtout pour l'interrogation de mathématiques qu'il y a eu dans la journée. Elle a des petits soucis en maths, et à chaque fois, ça la perturbe un petit peu. Du coup, sur la route, elle ne fait pas trop attention.
jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle est dans sa rue et sur le mauvais trottoir. Et que malheureusement Yvette est dehors. Mais pas assise sur sa chaise, non. Yvette est au bout du chemin qui donne sur le trottoir. La petite doit passer juste à côté d'elle, quelques centimètres à côté d'Yvette. Adeline s'arrête quelques secondes avant de repartir. Oui, elle a peur, mais la vieille dame ne lui a jamais adressé la parole. Et elle ne lui a jamais fait de mal non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Rien, en l'occurrence. La fillette avance doucement sur le chemin, en regardant droit devant elle. Ne surtout pas regarder Yvette. Cette phrase tourne dans sa tête tout du long. Elle a juste à dépasser la vieille dame, et tout se sera terminé. Surtout, ne pas la regarder. Ne pas la regarder. Ne pas la regarder. Plus que quelques mètres avant, et elle pourra rentrer chez elle tranquillement. Elle passe doucement. Elle ne veut pas donner l'impression d'avoir peur. Elle est à 2 doigts d'être soulagée, quand soudain, la vieille dame lui attrape le bras et commence à la tirer sur le chemin qui mène à sa maison. Adeline a une seconde de choc avant de se mettre à hurler de toutes ses forces, mais rien ne perturbe Yvette. Adeline essaie de se débattre, mais la vieille dame est particulièrement forte et ses doigts enserrent très fort le bras de la petite. Adeline a très peur, elle ne sait pas comment elle peut fuir. Heureusement pour elle, c'est une voiture qui passe dans la rue et qui va la tirer de ce mauvais pas. Dérangée par l'engin, Yvette relâche la petite fille qui part en courant en pleurant. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à chez elle. Chez elle, sa mère Margot vient de rentrer d'une journée de travail fatigante lorsque sa fille entre en pleurant et court s'enfermer dans sa chambre. Inquiète, elle va la voir, elle a un peu plus de mal à la calmer. Mais au bout d'un moment, Adeline lui raconte ce qui s'est passé. Tous les adultes de la rue savent qu'Yvette a quelques petits soucis mentaux dus à sa vieillesse. Mais de là à effrayer comme ça une enfant, non, c'est vraiment bizarre. Alors Margot va lui parler. L'entretien est bref. Elle demande à Yvette de ne plus approcher son enfant. Yvette ne semble pas comprendre, comme si elle avait oublié ce qu'il venait de se passer. Alors j'imagine que là vous avez envie de savoir quel est le mystère autour d'Yvette, autour de ce dessin. Eh bien, messieurs, dames, le mystère n'a jamais été résolu. On ne sait pas ce qu'Yvette avait en tête ce jour-là. On ne sait même pas si Yvette est possédée par un démon peut-être, qui l'a forcé à faire ses gestes. Pardon, j'invente des théories qui me font peur moi-même, mais globalement, on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça me traumatise de ne pas savoir, sachez-le. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette énorme enquête, j'espère que vous avez kiffé. Je te rappelle que tu peux cliquer sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi et regarder d'autres enquêtes. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thread d'horreur. C'était Nora, bye.